aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre 5e saison des Meetup DevApps. Ça va pas être facile. Donc aujourd'hui, trois petits sujets. Premier sujet présenté par Adrien concernant GitHub Copilot, puisqu'il a eu la chance de pouvoir le tester. Ensuite, à propos de Windows 11, puisque Windows 11 est maintenant dispo depuis 2 jours, voir qu'est-ce qu'il y a de neuf pour les développeurs sous Windows 11. Et ensuite, si on a le temps, ce que je disais, une discussion un petit peu de bistrot, savoir si pour l'architecture de vos applications, n'importe quel type d'application, est-ce que les microservices et Kubernetes, est-ce que c'est une usine à gaz, est-ce que ça convient à tout type de projet, et voilà. Bien, écoutez, je vais laisser la parole à notre cher Adrien, qui a l'air très chaud. Merci. Je regarde juste pour la résolution. C'est bon, vous voyez bien ou je dois réduire un peu peut-être? Denis va te dire non. Ah non, Denis, il va me dire qu'il faut que je mette ça en 800 x 600. Non, 1280 x 720, je sais plus. Allez, c'est pour te Tu faire vas voir, plaisir. ça te fait un grand écran. Ouais. Ah, heureusement que j'ai acheté un 4K pour avoir ce genre d'écran. Bon, Toi, j'ai tu es sur préparé des Windows slides. 11 d'ailleurs. Comment? Tu es sur Windows 11 d'ailleurs. Ouais. J'ai préparé des slides, voilà. Vous me connaissez tous, je pense que c'est pas nécessaire de vous le rappeler. Juste un disclaimer et j'ai un peu copié-collé le talk qui est ici par rapport à ce que j'ai vu avec votre amie française Tiffany Souter qui est venue au Micmons la semaine passée et qui a fait à peu près la même idée de présentation. Donc je me suis pas un peu cassé le cul, j'ai vraiment repris les mêmes lignes et la seule qui m'intéressait surtout dans ces lignes de slides, c'était Copilot. C'est pour moi, la présentation ici, c'est un retour d'expérience. Je ne travaille pas pour Copilot, je ne travaille pas pour GitHub, je ne travaille pas pour OpenAI. Donc, s'il y a des questions que je ne sais pas reproduire, je le dis d'office, je ne sais pas vous dire si c'est bien ou pas, simplement parce que même la semaine passée, on a eu des réflexions en mode la propriété intellectuelle et autres, est-ce que c'est bien? Et je pense que ça risque de rentrer dans la discussion qu'on va avoir après au niveau des questions, de savoir si, oui ou non, est-ce que OpenAI et GitHub chopent notre code sur GitHub ou sur d'autres systèmes? Je ne peux pas vous le répondre parce que je ne sais pas. Adrien, je t'interromps parce que je connais ton micro. Je pense que tu ne dois pas être sur le bon. J'ai pas l'impression que le son est aussi bon que d'habitude. Hello, hop, je reteste vite fait. Je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez tout le monde, mais... Non, il a l'air bien. J'ai pas de soucis, perso. Un petit écho peut-être. On nous habitue à mieux, nos amis belges. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ah, ouais, Denis me connaît bien. Ça fait peur, hein. Ouais. T'as vu la caméra qui se trouve derrière toi? Comment? La caméra qui se trouve déplacé tes trucs derrière toi, je le vois. Cachée dans le mur. T'as jamais vu? Ouais, elle est là. Non, derrière. Il n'y a pas de micro? Bon, c'est fini, oui. Bon. Alors, donc comment ça marche en soi? Au niveau de Copilot, il n'y a rien de compliqué en soi, c'est que on va utiliser notre IDE favori pour ceux qui font tout et rien, Visual Studio Code. Et dans Visual Studio Code, à chaque fois qu'on va faire une édition, on va changer du contenu, l'API va appeler le serveur Copilot Service et va simplement demander, grâce à l'OpenAPI Codex Model, de nous fournir des suggestions. Et sur base des suggestions qu'on aura prises, ça va, au niveau de l'intelligence artificielle, venir à dire, OK, cette partie-ci, enfin, ce code qu'on a proposé a été repris, et donc de reprioriser ça pour la suite. Alors, trêve de slide à la con, j'en ai plus. J'ai Visual Studio Code qui est lancé sur ma machine. Hop, ça y est, j'ai tout perdu. Vous voyez encore mon écran? Première question. Oui. C'est uniquement dans Visual Studio Code ou ça marche aussi dans Visual Studio? Non, aujourd'hui uniquement dans Visual Studio Code. Il n'est disponible que dans Visual Studio Code, sauf que sur Git, enfin, si on regarde la doc de Copilot, ils disent qu'il n'y a que sur Visual Studio Code, mais sur Twitter, ils ont annoncé que ce serait disponible sur Rider. Je ne sais plus où ils l'ont mis dans les... Ouais, dans tous les idées de JetBrains, j'ai vu des mecs qui faisaient des POC dessus. C'est ça.
Donc en soi, si Richard a encore des licences JetBrains, bah, à ce moment-là, ceux qui l'ont pourront potentiellement le tester après. Je ne sais pas si la clé est la même pour tout le monde, mais voilà. Donc voilà. C'est bizarre quand même que c'est JetBrains et pas Visual Studio. C'est peut-être plus difficile à mettre en place dans Visual Studio. Donc voilà. Alors en soi, j'ai juste créé un projet. Au niveau du boulot, on fait souvent une fois toutes les 2 semaines, on fait un dojo. Je reprends le dernier dojo qu'on avait fait. J'avais oublié, j'avais activé que j'avais activé GitHub. Donc quand on commence à faire le dojo, bah, j'anime le dojo et à un moment, je me dis, je vais le faire en même temps qu'eux pour voir un petit peu comment ça se passe, pour moi écrire le code pour un peu comparer tous ensemble. Et donc là, je me commence à me dire, ok, je vais créer mon code. Donc je vais vouloir convertir un nombre arabe, donc un nombre qu'on utilise tous les jours, vers un nombre romain. Donc un nombre romain, comme vous le savez, c'est double I, etc., etc. Et je commence à écrire le truc en disant convert to Roman number. Je lui donne en entrée un Arabic number. Et c'est là que la magie opère. C'est-à-dire que si vous regardez mon icône là ici en dessous, j'ai une petite copilote qui réfléchit. Et là, c'est parti. Copilote vient de me générer du code. Donc si je fais tab, j'accepte comme il le dit. Si je fais tab, j'accepte. Voilà, il vient de me donner du code pour me permettre de pouvoir générer un nombre arabe romain. J'ai rien fait de plus que taper de façon explicite. Alors Denis, je serais d'accord avec toi que sur ce coup-là, d'avoir des méthodes style string, juste convert et int valeur, ça va pas l'aider. Bien que il est assez intelligent pour parfois regarder. Alors je ne sais pas s'il va le faire jusqu'au bout. Ici, il est en train de le faire, voilà. Il a été assez intelligent pour voir que le namespace qui est derrière, donc Arabic to Roman, c'est le namespace de ma classe. Si je lui demande d'avoir un converteur, il va réfléchir pour savoir pourquoi j'en aurais besoin. Et là, il m'a fait un converteur avec une autre façon de le faire. Il est possible aussi, si on veut, ce serait de faire Ctrl-Enter. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu sélectionnes quelque chose? Il va gentiment te donner d'autres solutions, ou en tout cas les solutions qui sont disponibles. Il va toujours t'en donner 10. Et c'est à toi de choisir ce qui t'intéresse le plus. Alors, la question qui me vient, c'est est-ce que les solutions sont bonnes ou pas? Celle-ci est assez pourrie, je trouve. Je vais l'accepter. Qu'est-ce que ça donne? Il s'est arrêté à 31, le pauvre. Alors, la question... C'était spec, hein. C'était fait en Inde, il fallait compter jusqu'à 31. C'est ça, ouais. Mais rigolez pas, j'ai vu du code où les mecs, ils rentraient les dates du calendrier avec des if dans du code et à chaque fois, il fallait faire un ticket et rajouter les lignes de code. Oh, c'est moche. J'ai pas de formateur encore. Moi, la seule chose que je me pose comme question, c'est le code, où est-ce qu'il va le chercher? Est-ce que c'est sur GitHub? Est-ce que c'est dans d'autres systèmes? Est-ce que c'est sur Stack Overflow? La question, elle me vient, je ne sais pas exactement aujourd'hui où il va la chercher. Mais ce que j'avais entendu, c'était sur GitHub, non? Qui prenait tout le code open source qui se trouvait là-bas, non? C'est ce que moi je pensais aussi, mais à nouveau, c'est toujours c'est ça. Maintenant, moi j'ai vu que c'était sur GitHub pour certaines raisons. Au début, quand j'ai commencé à le tester, quand j'ai fait un moment string get Azure connection string, dans les solutions, quand j'avais testé ça, il y avait donc si je fais ça, s'il va me le remettre, j'avais des connection strings de prod qui étaient dedans. Après, je crois que ça a été corrigé, on n'en voyait plus, mais il y avait à un moment réellement des connection strings. Et il y a d'autres questions qui se posent de passer aussi, facilement des entretiens techniques. Hein. Ah oui, ça clairement, on est dans le mode interview. Bien souvent. Il y a une question sur les droits aussi. Hein. S'il va chercher du code, même si c'est du code entre guillemets open source, ça veut dire quoi open source? Quelle licence c'est? Est-ce que c'est de la MIT? Enfin bref, il y a toute une série de droits derrière. Est-ce que tu as le droit de prendre tout ce code-là tel quel dans ton code à toi, quoi? Et si tu en prends un petit bout, est-ce que c'est toujours open source, par exemple? C'est là où la question est assez ouverte aujourd'hui. On peut parler complètement de plagiat. Hein. Tu vois, je prends juste la ligne string roman égale chaîne vide. Est-ce que ça, si c'est dans du GPL, est-ce que cette ligne-là, elle est GPL? Parce que n'importe qui pourrait l'écrire. Pour qu'il y ait une notion de contexte, enfin, c'est super compliqué. Je pense que c'est des avocats qui vont trouver la réponse, parce que c'est pas nous. Voilà. Ouais, je pense que derrière, ils ont quand même cette partie-là. Et quand tu regardes dans la documentation, quand tu regardes sur le site web, sur la plaquette, ils en parlent ouvertement au niveau des Protecting Originality. C'est que aujourd'hui, ils sont encore ouverts à savoir comment ça se passe. Donc, ils vont clairement aller dans du
il va sûrement y avoir des lois ou autres en se basant sur uniquement de l'open source, uniquement avec les bonnes licences. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression qu'ils vont faire. En tout cas, ils répondent aux questions. Et moi, une question qui me venait après, c'était est-ce que ça va devenir payant? Aujourd'hui, ils disent que c'est une technical preview et que si elle réussit, à ce moment-là, ils vont créer une commercial version. Mais est-ce qu'elle sera gratuite ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Et Moi, ils ont c'est donné juste, des dates aussi. Pardon. je me demande même si un jour ça va sortir. Peut-être qu'ils vont juste garder le fait d'avoir un moteur qui permet d'identifier du code avec une intention avec du code qu'on va peut-être retrouver dans nos repos perso, tu vois. Je crée un projet avec plein de composants et puis dans ce projet-là, quand je veux créer quelque chose, il va me donner du code qui ressemble à ce que j'ai déjà écrit pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Mais j'ai du mal franchement à voir GitHub Copilot devenir payant, quoi. Parce ce que qu'ils prévoient. pour l'instant, c'est une bêta qui est privée. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, c'est privé. Pour le moment, tu dois t'inscrire sur la liste et si jamais tant qu'ils n'ont pas agrandi la liste, tu peux pas rentrer dedans. Mhm. C'est J'ai eu en soi prévu. beaucoup de chance d'y rentrer. C'est prévu pour quand, la sortie, c'est pas? Ils n'en parlent pas encore. Il n'y a pas de date. Moi, ça m'a servi vraiment une fois. Je devais écrire un code en Python. J'ai jamais fait de Python de ma vie. J'ai dit ce que je voulais faire dans la fonction et il m'a trouvé le code et ça m'a fait gagner, je pense, bien 1 heure de boulot. J'ai quand même vérifié ce que ça faisait. Et je pense que c'est bien pour des gens qui découvrent un langage. Il faut avoir quand même un esprit un peu critique dans le code qui est écrit. Mais Il fait quand on beaucoup a de langage. l'habitude. Ou A pour les priori, tests il sait faire. unitaires aussi. Non, moi j'avais enfin lu ou entendu, je sais plus. Tout ce qui est test unitaire, tu as en gros juste besoin de faire un descriptif, même Ça, un commentaire, et il te génère un morceau de code en disant bah, voilà ce que je propose pour les tests. Donc je trouve ça pas mal. C'est ici la suite de ce que je m'étais dit au niveau de la démo. Ah, pardon. Donc au niveau de la démo, j'ai fait aussi un test unitaire. Donc en soi, je l'ai pris en XUnit avec. Je voudrais faire le test de simplement utiliser mon converteur. Et là, sur base de ça, je vais lui dire que c'est du théorie, que j'ai besoin d'avoir un expected. Et là, il me propose déjà, alors que j'ai juste ouvert les parenthèses, sur base de mon code, il me propose déjà d'avoir l'assertion automatique. Et après, c'est là où ça devient intéressant, c'est que sur base de ça, je peux en plus lui dire inline data. Je lui donne ici, par exemple, 1. Je lui dis que c'est censé être à i. Là, il réfléchit à nouveau. Et il va me générer des suites de... Comment? Ah non, voilà. Il me génère une proposition de test unitaire. Un peu comme dans Excel, finalement, quand tu donnes Ouais. des chiffres et il voit la séquence. Ici, dans ce cas-ci, c'est un peu comme dans Excel où il fait de la prédiction. Ouais. Après, et c'est là où ça devient intéressant, il y a d'autres cas où clairement, il va vraiment créer des cas, vraiment les cases les plus intéressants. Ce serait vraiment de te dire, voilà, s'il y a des exceptions ou autres, il est en mesure de pouvoir le faire. Et ça, je trouve ça assez poussé parce que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est derrière. Et Pour ici, ça, c'est regardez. intelligent, ouais. Parce que même si pour les classes ou les méthodes, tu as envie de les calculer toi-même et dire je veux quand même avoir la maîtrise de tout, et voilà, pour les tests unitaires, je ne vais pas dire que c'est moins grave, mais c'est moins regardant sur les perfs, quoi. Oui, c'est ça. Clairement, tu es moins regardant, mais tu es surtout, et c'est là l'avantage, c'est que s'il y a des cas que tu ne penserais pas, tu as vraiment, c'est ce qu'ils disent, c'est un assistant, c'est c'est l'intelligence artificielle de pair programming avec toi. Ouais. Après, il y a d'autres choses qui étaient assez intéressantes que j'avais relevées. Je reprends mes notes. Oui, un truc qu'on fait souvent, nous, au niveau du développement, enfin, tout le monde fait de la documentation, on est tous d'accord. Pourquoi j'ai perdu tout le monde? Je vous laisse. Allez, bonne soirée. Et en soi, quand on fait de la doc, bien souvent, on viendra à rajouter du contenu, mais on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour, enfin, Copilot pour nous aider. Donc là, j'active Copilot pour la documentation et je pourrais dire, si je voudrais faire une documentation sur Azure, les web apps, et donc là, tu pourrais lui dire Azure Web Apps is, et là, il va te proposer, sur base de texte qu'il connaît, de la documentation. Cloud Computing is. Et là, tu peux, soit tu lui dis c'est quoi, ou alors tu viens agrandir commonly use. À nouveau, il va retrouver du texte pour t'aider à remplir le truc. Alors, est-ce que c'est ce que tu cherches comme idée? Non. Mais comme le soulignait la semaine passée Tiffany, ça t'évite d'avoir le syndrome de la page blanche. C'est assez intéressant. Et donc là, par exemple, on pourrait dire Azure
service. Azure is composed by of service, par exemple. Et là, tu viendrais à dire service name, description. Hop, un petit tableau. Là, normalement, Ouais, c'est impressionnant quand même. pas mal, hein? T'as déjà Ouais. tapé Adrien Clairbois et voir ce qu'il va trouver sur toi. Ah, plus jamais, si un jour je te paye, je te facturerai pas la doc. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vient de trouver sur moi? Non. Il a rien trouvé. Rien. Oh. Il n'y a pas de raison qu'il trouve quelque chose. Et Astir, Oh. Ah, c'est pas faux. c'est comme ça, Clark, hein, non? EK. EK, comme ça, ouais. Ouais, Ah. il considère que tu es aussi un développeur. Ça, c'est cool. Moi, par contre, je suis pas développeur. Non, t'es pas Je sais pas développeur, toi. Ah si, maintenant, Ah, ça y est, si. t'as trouvé. Donc, ça, je trouvais ça assez intéressant parce que parfois, c'est juste des définitions ou autres, aller rechercher, copier-coller. Maintenant, effectivement, c'est le syndrome de la page blanche. Si on veut parler, par exemple, de microservice using Kubernetes. On va regarder ce qu'il va nous donner. Ah non, je crois que là, il s'est planté un petit peu. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là, je trouvais ça assez sympa. Et alors, une dernière chose, c'est vraiment pour ceux qui se sentent seuls. On peut aussi parler avec lui. Donc, je pourrais lui dire, Adrien, hello Copilot, how are you doing? Enter. Et Et là, quand tu dis tu parles avec lui, c'est quoi la syntaxe? Tu as dû mettre des guillemets pour comment? Quelle Non, est j'ai la juste- différence? j'ai juste mis au départ, je crois que je dois pas mettre ça. J'ai juste mis au départ le crochet, ah pardon, Le dièse. le dièse. Donc là, j'ai remis le truc en route, voilà. Ah, hop. Donc c'est parce que ça commence par un dièse que là tu commences à discuter avec alors. Rien. Hello Copilot. How are you? Là, je le laisse faire. Voilà. Donc là, il peut aussi, et là, ça devient un peu frustrant, il vient réfléchir à ta place. Voilà. Après, j'ai essayé, je le reconnais, j'ai essayé de le faire en mode comme tout le monde le fait, la loi de. C'est quoi? Que toute conversation tend à aller vers du nazisme. Ouais. Je sais plus c'est quoi le terme. Mais il s'en fout, il le baille pas. Je crois qu'il y a quand même des règles que Microsoft a appris de ses erreurs. C'est clair. On se souvient, ouais. About Adolf Hitler. Adolf. Ça s'appelait comment leur IA qui avait vrillé en moins d'une journée? C'était sur Twitter, je crois. Ouais, c'est le robot là qui Mm. était parti en live. tout de suite. Par contre, ça m'inquiète un peu parce que là, il y a Adolphe qui revient à la vie. À certains moments, clairement, il boucle. C'était voilà. TAY, devenu nazi en 24 heures. Oui, taille, c'est juste. Ouais, c'est à Donc 5 voilà. ans, hein. 5 ans quand même. Déjà 5 ans? Ouais. Purée. Donc voilà, comme tu dis, Michel, ce qui est intéressant, c'est n'importe quel langage est supporté. Ça, je trouve ça assez sympa. Et parfois, juste au départ, si tu mets juste du code, putain, je sais même plus comment on fait du. Ouais, en C. Je suis en C là. Create C'est it. Ouais. a function to iterate about, in int array and calculate and return the sum of all elements. Je le laisse faire. Ah, il me demande des exemples. Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis C. Ouais, je vais peut-être le mettre en mode le pire langage qui existe sur Terre, JavaScript. Est-ce que là, il va m'aider? Non, il ne m'aide pas. Si je fais CTRL-Enter... Ah oui, quand vous utilisez CTRL-Enter dedans, il va forcer le... La recherche. Il va forcer la recherche, ouais. Ouais. C'est quand même une sorte d'intelligence un peu plus poussée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... on va vraiment plus loin dedans. Donc ici, Mais create méthode. create...
On peut pas faire ça en C peut-être. Mais je suis en JavaScript. Ah si, voilà. Voilà, donc là, ici, donc là, il va même un peu plus loin, c'est qu'il me dit, c'est ça, est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Et si c'est ça que tu voulais faire, voici le résultat que j'ai. Mhm. Alors, ce qui est encore mieux aussi, c'est que quand il y a des exemples comme ceci, alors j'ai pas d'exemple en soi ici, enfin j'ai pas le truc, mais je l'avais vu la semaine passée, c'est quand on a des exemples qui sont prédéfinis, les tests unitaires, la première chose qu'il va faire, c'est il va réutiliser les exemples qui ont été utilisés pour les écrire comme premier test. Donc, on aurait pu imaginer d'avoir créé a method to convert an Arabic number to Roman numéral. Et alors là, je pourrais lui dire exemple 1, give 5, return V par exemple. Et là, normalement, ici c'est parce que je suis en JavaScript, mais normalement, et ça il faudrait que je regarde un petit peu plus là-dedans. Ici, il me donne même d'autres exemples en plus. Encore plus gentil. Logiquement, si je vais après je prends ça et que je viens dans la partie du test, il devrait potentiellement me les ajouter comme test supplémentaire. Ouais. Enfin là tu mixes du JavaScript avec Non, du... je l'ai remis en JavaScript. Et donc voilà, c'est un peu dans cette optique-là. Et c'est là où ça devient assez intéressant parce que derrière, là je préfère ce code-là, il y a quand même le triple A en plus. Derrière, il y a cette façon de vouloir faire des trucs pour nous automatiquement. Ici, il m'a quand même créé le converteur dans la partie arrange, dans le act. Il a vu que je travaillais beaucoup avec l'arrange act assert. Il m'a fait vraiment la structure de code que je pourrais faire en production. Là, c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc voilà, c'est un peu la démo que je voulais vous faire, vous montrer un petit peu jusqu'où c'était capable ce petit assistant. Personnellement, j'utilise jamais Visual Studio Code, ce qui est peut-être un tort en soi, mais tant qu'il n'a pas été intégré dans Visual Studio normal, je trouve que sa fonctionnalité est assez intéressante, mais pour du gros projet, j'ai quand même l'habitude d'utiliser un IDE un peu plus consistant, et je trouve que ça manque un peu derrière, quoi. Donc, ouais. Et ouais, ce qu'il y a, c'est que toi, tu l'as testé sur du C# et puis sur d'autres langages ou j'ai vu, j'ai vu du Python la semaine passée, ça fonctionnait encore mieux. Le code est plus simple en Python. Node.js, JavaScript, j'ai pas encore essayé, TypeScript non plus, mais je suis certain que toutes les langues qui sont supportées, sont ici, sont sûrement supportées, quoi. Il y a même Julia, quoi. Ouais. Donc voilà. Après le PHP, le pire langage, je suis certain que ça va aller aussi. Je sais même plus. Comment on fait encore du. Ah voilà. Give me a random number. Est-ce qu'il va me donner des trucs? Après, l'autre problème aussi, c'est de pouvoir parler. Ah ouais, ici, il a vu que c'était du PHP et que le PHP mixé les deux. Le problème, c'est de savoir parler anglais aussi, puisque le truc parle en anglais uniquement. Ouais. Voilà, hop. Et là, il l'a vu. Ça, j'espère que c'est pas un vrai problème, hein. Parce que parler anglais pour les développeurs, je pense que ça devrait aller quand même. Ça devrait aller, sauf les Français. J'en connais certains qui ont du mal avec l'anglais. Donc Richard, voilà, non, mais en soi, comment? Non, rien. Parle de Richard, là. Non, Richard, je connais pas son niveau d'anglais. Je parle de celui qui est en voiture, qui s'est totalement tout à l'heure évité de parler durant sa session en anglais. Ça m'a fait rire. Donc voilà. Non, alors après, moi j'ai eu, c'était il y a 15 jours, là, j'étais membre du jury là, d'un concours qui avait été organisé par Sofluent et Microsoft, qui était le Challenge.net. Et donc, à la fin, on avait une sorte d'escape game. Et il y avait des équipes, des équipes de 3. Et ils avaient une série de petites énigmes à résoudre sous forme
de code. Et ce qui a eu d'assez drôle, donc il fallait sortir le plus vite possible de sa room. Et il y a eu une des équipes qui a passé son temps à faire de la recherche sur Stack Overflow, sur comment faire un certain algorithme. Ils ont passé leur temps à aller rechercher à gauche, à droite sur Stack Overflow des solutions. Et moralité, ils sont arrivés à rien, alors que les autres qui réfléchissaient et qui ne cherchaient pas à avoir de l'aide de l'extérieur sont allés beaucoup plus vite, quoi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas rendre les développeurs encore plus feignants et y avoir des problèmes non seulement avec le code qui est généré, qui n'est pas forcément... quelle est la qualité du code? Ça veut dire qu'il faut avoir derrière une analyse du code qui est généré, de savoir s'il est bon ou pas, et de devenir un petit peu feignant et de sortir un petit peu n'importe quoi, et puis à la fin de dire, comme toujours, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'ordinateur ou c'est la faute du copilote, quoi. Et du coup, je me demande si on va pas arriver sur deux possibilités de métiers différents. Du coup, tu auras le développeur, entre guillemets, copilote, qui est là pour comment dire, pondre du code, je vais dire ça comme ça. Et tu auras les autres développeurs, ceux qui sont capables, entre guillemets, de débugger, de vérifier, etc. Donc, par exemple, actuellement, je peux faire du C#, par contre, je suis incapable de faire de l'assembleur. Alors, pourtant, c'est intrinsèquement lié, mais si on veut vraiment débugger jusqu'au bout, ce serait pas mal de faire de l'assembleur aussi dans notre métier, alors que bon, il y a peu de gens qui en est capable. Donc, ça risque de rajouter un niveau, en fait, entre les différents types de développeurs, j'imagine, dans la liste. Ouais, c'est comme les plateformes low-code qui apparaissent de plus en plus actuellement, et donc qui permettent de faire un certain nombre de scénarios, mais pas forcément pertinents, quoi. À la fin, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose, hein, un développeur qui est feignant. Pour moi, un développeur qui est feignant, c'est quelqu'un qui va automatiser des choses qui sont un peu embêtantes à faire, qui sont répétitives et ce genre de choses. Donc, après, copilote, c'est encore autre chose, mais je pense que c'est un outil parmi d'autres. Ça peut être utile de temps en temps, mais effectivement, si tu veux écrire un algorithme ou des choses comme ça, peut-être que là, il vaut mieux réfléchir. Un développeur, est-ce que ça va rendre les développeurs feignants? Je pense pas. Mais en soi, après, comme on l'a vu, il y a la possibilité d'avoir plusieurs solutions et le développeur doit quand même réfléchir à la solution qui est la plus adaptée par rapport à ça. On parlait de différents niveaux de développeurs, mais aujourd'hui, nous, en tout cas en Belgique, c'est pas pour cracher sur ces sociétés-là, mais on a des sociétés qui vendent le métier de développeur en 6 mois. Mais derrière, ils n'ont aucune possibilité de faire ils apprennent pas durant leurs 6 mois de formation l'algorithmie. Alors, est-ce que ça, c'est pas un outil parfait pour eux, les aider à devenir des développeurs? Aujourd'hui, quand je fais passer des interviews avec ce genre de personnes, j'ai envie de leur dire, les gars, au lieu d'aller dans ce genre de société pendant 6 mois, allez retourner réellement à l'école pour apprendre l'algorithmie, parce que sans l'algorithmie, peu importe le langage de programmation que tu feras, tu vas toujours être bloqué. Moi, j'ai un cas vraiment très concret. J'ai embauché il y a un peu moins de 2 ans une fille qui sortait d'une mauvaise expérience, qui était architecte paysagiste pour les villes, qui a une mauvaise expérience, qui a voulu se réorienter, qui a fait 6 mois de cours là, dans les trucs intensifs, dont je pense c'est ce genre de trucs dont tu parles. Et en fait, c'était juste génial de travailler avec cette personne parce qu'elle avait une vraie volonté d'apprendre. Elle a très vite compris la culture qu'on avait en place dans l'équipe, tu vois. Alors, c'était quelqu'un qui était très, très junior, mais qui avait une vraie volonté d'apprendre et de progresser. Et je pense que c'est ça qui est important à la fin, tu vois. Mais là, je suis d'accord avec toi. S'il y a la volonté et la motivation qui est présente, je suis d'accord. Par contre, moi, les personnes que je rencontre aujourd'hui, c'est des gens on leur a vendu, grâce à la communication intensive et marketing intensif, que aujourd'hui le milieu du développeur, enfin le monde du développeur, il est en pénurie. Et sachez qu'au niveau de, et je parle en Belgique parce que je sais comment ça se passe en Belgique, mais en Belgique, quand vous signez en tant que développeur, vous recevez une voiture de société, un salaire qui est plus qu'attractif, chèque repas, éco-chèque, voiture, enfin PC, etc. Alors qu'en fait, ils arrivent et ils sont totalement ils sont vraiment derrière, quand ils arrivent devant les entretiens, ils sont en mode non, on ne veut pas vous engager parce que vous n'êtes pas de compétents aujourd'hui.
Il faut vous former à d'autres choses. Et eux, après 6 mois, ils apprennent quoi? Ils apprennent HTML, CSS et JavaScript. Et JavaScript, c'est côté client, ils ne savent pas faire du côté serveur, donc ils réfléchissent même pas à cette architecture client-serveur. Ah ouais. Après, effectivement, si tu tombes sur quelqu'un qui est motivé et qui a envie de continuer, là, tu peux lui... Enfin, si la personne a vraiment cette soif d'apprendre, tu peux faire autant de choses que tu veux. Et Copilot peut s'avérer comme un outil essentiel parce que si c'est quelqu'un qui va comme sur Stack Overflow et qui ne fait pas juste le Stack Overflow pattern, comme je viens de l'appeler, où il va Stack Overflow, il fait sa recherche sur Google, il tombe sur Stack Overflow. La première réponse lui un petit V, il fait un copier-coller, il regarde, ça marche. Oui, ça c'est sûr, oui. Si c'est quelqu'un qui va regarder le contenu et qui va s'intéresser de savoir, mais en fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui a été dit derrière, là, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de motivation et qui est la perle à engager. Moi, c'est ce que je préfère, en tout cas pour les personnes qui sont débutantes, juniors, vérifier que la personne s'aligne par rapport aux valeurs de l'entreprise et plus particulièrement de l'équipe. Tester un peu quand même quelques connaissances techniques, mais c'est plutôt est-ce que la personne avoir un réel ressenti, est-ce que la personne est motivée, elle a envie d'apprendre, ou c'est juste parce qu'on lui a vendu, bah ouais, il y a du boulot, il y a du fric à se faire, quoi. Malheureusement, moi, la répartition que j'ai vue pour le moment, c'était 1 sur 99. Ouais. Après, il y a une chose, c'est que la source des données qui sont utilisées, c'est GitHub, Ouais. a priori. Après, comment est-ce qu'ils qualifient à l'intérieur de GitHub la validité du code? Moi, j'aurais pensé à si on avait une source justement comme Stack Overflow, où là, il y a cette notion de noter, entre guillemets, les solutions qui sont proposées et les solutions qui sont considérées comme étant bonnes. Je pense qu'on a quelque chose qui serait un petit peu plus pertinent. Même ça, Richard, si tu regardes, il y a beaucoup de réponses Stack Overflow où le machin, la réponse, elle a le tic vert et tu en as une autre qui a beaucoup plus de votes comme réponse correcte, quoi. Donc, c'est aussi un peu délicat, quoi. C'est pour ça que mon Ça, les choses application deviennent marche pas, obsolètes là. dans le temps aussi. Hein. Après, tu as aussi Exactement. le fait que quand tu acceptes une solution sur ta machine, cette solution comme je te l'ai montré, ça fait ça improve les statistiques. Et donc, je suppose que quand on pense à quelque chose, on se dit qu'on est peut-être unique et que c'est la première fois qu'on développe ça dans le monde. On a la révélation universelle. Mais en soi, c'est peut-être pas le cas. Et grâce à GitHub, Copilot, on voit clairement qu'on n'est pas les premiers à s'être attaqués à ce problème-là. Et sur base de ça, potentiellement, l'intelligence collective nous permet d'accélérer plus rapidement le développement. Ouais. Mhm. Après, je me vois mal écrire un code en faisant j'écris en anglais et après je fais tab, tab, tab pour arriver à former mon programme complet. J'ai l'impression de faire du WinDev alors. Je fais tap tap dab avec Richard Perr ou Ryder. Et c'est quand même moi qui pense le code, quoi. Je suis moins convaincu sur ce cas-là. Ah, faut que je te montre un jour alors. Bien, bah écoute, merci Adrien pour cette présentation. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Ce que ça peut faire, quoi. Et puis là, au moins, on l'a vu de visu fonctionner, quoi. Donc, c'est mieux que juste une présentation orale, quoi. Ensuite, le deuxième sujet, c'était la parution de Windows 11. Donc la question que je posais, c'était quoi de neuf sous Windows 11 pour les développeurs? Est-ce que vous avez commencé un petit peu à regarder le SDK de Windows 11? Est-ce que vous avez vu des grosses nouveautés? Personnellement, pour ma part, en ce qui me concerne, j'ai pas vu grand-chose, si ce n'est que on a toujours les améliorations de WinUI. Je ne sais pas s'il y a la toute dernière version de WinUI qui est intégrée, mais je ne sais pas si c'est intégré à l'OS directement. Au niveau installation, là, sur une machine, moi j'ai vu que on avait le .NET Framework 4 qui était installé, mais quid de .NET Core? Est-ce que quand .NET 6 va apparaître, est-ce qu'on va l'avoir dans le Windows Update ou pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Silence radio. En tout cas, moi, la première chose que je peux dire en ayant installé Windows 11, c'est que
Enfin, c'est la meilleure chose qui est arrivée, c'est que quand j'ai voulu rechercher le terminal, il était déjà installé. Ouais. Et franchement, c'était cool. Après, il n'y avait pas la mise à jour, il n'y avait pas la dernière version. Ça, je trouvais ça un peu dommage, alors que j'ai pris l'image, enfin, je l'ai téléchargé hier, et j'avais pas la dernière mise à jour avec les updates liés avec le settings Windows Store. panel. Ouais. Donc j'avais potentiellement une version un peu plus ancienne, mais j'ai dû la mettre à jour grâce au store. Oui, d'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est par exemple, si tu me dis que Windows Terminal est intégré avec Windows 11, si on a Windows 10, qu'on fait un update en Windows 11, qu'est-ce qui va être installé, quoi? Je suppose qu'ils vont l'installer en plus. Ouais, donc tu vas avoir les deux versions en même temps? Tu dis, donc ça veut dire que tu l'aurais installé avec le store? Moi, je l'ai installé, c'est pas avec le store d'ailleurs, je crois pas que ce soit avec le store. Soit tu l'as installé manuellement en faisant le build, parce qu'on était à un moment dans le mode, si tu voulais l'avoir, tu devais faire utiliser le build en local et commencer à l'installer. Ça, c'est l'ancienne version. Mais après, ça a toujours été par le store qu'on a pu l'installer. Ou par le Winget. Ouais, non, mais c'est par le store alors que j'ai dû l'installer. Ouais, donc normalement, il devrait se mettre à jour. Par contre, la surprise que j'ai eue, c'est que Winget n'était pas installé d'office. Donc, j'ai dû l'installer aussi. Et alors, la dernière chose, .NET, la question que tu posais, est-ce que .NET Core, .NET 6 ou .NET 5 était installé? Même chose, il n'était pas installé, même pas la CLI. Non, même c'est pas leur but. Et c'est pas le but, hein. Ça ne le sera jamais en fait. Exactement. C'était annoncé clairement que c'est pas le but. Ils veulent pas revenir dans l'état du .NET Framework, quoi, de lier le .NET à la version d'un OS. Quoi. Ouais, alors peut-être que plus tard, on pourra l'installer à travers le store. Je ne sais même pas si c'est possible aujourd'hui, je ne crois pas. Et avoir des mises à jour comme ça, mais ce ne sera pas à travers l'OS, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, enfin, je vous rappelle que pour le .NET Framework, c'était ça aussi. Hein. C'était complètement indépendant de l'OS et ça devait pas apparaître dans les mises à jour. C'est ça, mais là, je pense qu'ils ont bien appris de leur erreur. Là. On va pas refasse pas la même bêtise. Ouais. Parce qu'on avait quand même quelque chose de clean, et puis après, ils en ont mis les références sans vise, etc., un petit peu de partout, quoi. Bon, sinon, vous n'avez rien vu de spécial concernant Windows 11 au niveau développement. Il y a l'histoire là des fameuses... le seul truc, c'est que tu as le store, quoi. Le store où tu peux mettre n'importe quoi dedans maintenant. Tu n'es plus limité aux applis... les applis Windows, où il fallait faire de l'UWP ou je sais pas quoi, enfin les vieux trucs. Là, non, ça peut être n'importe quoi, y compris du Win32 classique, etc. Donc, ça peut être un mode de déploiement qui peut prendre plus d'importance, quoi. Ouais. Pour les applications grand public, on s'entend. Pour les entreprises, peut-être pas, là. Oui, parce que la question qu'on peut se poser, c'est pour une entreprise de pouvoir diffuser ses applications via le Windows Store, c'est toujours pas. Actuellement, c'est un petit peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne sais pas s'il y a des améliorations qui sont prévues avec Windows 11. Bah là, vu qu'il y a le store d'Amazon qui veulent l'intégrer, donc c'est qu'un provider parmi d'autres, donc il pourra en rajouter d'autres. J'imagine que chaque entreprise pourra, s'ils veulent, s'intégrer assez facilement. Moi, j'espère, parce que de plus, là, a priori, tout se fait au niveau du store avec Windows 11, et la plupart des entreprises n'acceptent pas le store. Ouais. Là, sur Windows 10, chez moi, c'est désactivé. Donc, pour installer Windows Terminal, c'était galère, je vous le dis. Et je suis loin d'être le seul, et c'est quelque chose, j'avoue, à améliorer de ce côté-là. Donc, si le store devient une composante importante, tant au niveau d'application qu'au niveau entreprise, etc., là, clairement, oui, ça serait quelque chose à jouer. Effectivement. Ici, c'est le nouveau store, et franchement, au niveau design, il est quand même il est mieux léché. Hein. Ouais. Créé par notre cher Rudy Yoon, qui a participé à ce store. Ouais, sauf que moi, j'aimerais bien faire un truc, si je peux me plaindre, c'est que les pubs, j'en ai un peu rien à foutre de les avoir en néerlandais. C'est les news, hein. Comment ? Le truc de news, là, si quelqu'un trouve comment désactiver ce truc de news à gauche, là. Ça ici ? Non, je parle pas du store. C'est le 4e icône de ta taskbar. Ça, ici ? Ouais. T'enlèves la 4e icône de ta taskbar et puis... Ouais, mais regarde, moi, je suis francophone, j'ai mon PC en anglais, toutes les news, je les ai en néerlandais. Vas-y, il a détecté que tu étais en Belgique. C'est dans les options, c'est dans les options, Laurent, ça désactive. Hein. Comment, ouais, tu fais propriété de la barre des
Tu sais faire ça. Ah, tu peux virer le Non, en bouton. fait, lui, ce qu'il veut, c'est enlever la partie, le widget widget de news dans les widgets, en fait. Il veut garder juste le Exactement. haut des widgets. Genre Alors, la enfin, quelqu'un météo, qui me etc. comprend. Ah, Parce que oui, les news, ça sert à rien, et je suis assez d'accord, mais le reste sert à rien non plus, donc Ah, moi, j'enlève l'Outlook carrément les Calendar, widgets. moi mais- j'aime bien. J'aime bien l'Outlook Calendar. Moi, j'ai coupé direct. Ouais, surtout que justement, c'est uniquement leur développement à eux. Tu peux pas imaginer de créer comme j'allais dire, comme des tiles, à rajouter tes propres tiles personnalisés à l'intérieur de ces widgets, quoi. Pour l'instant, À un moment, c'est encore fermé. il voulait faire un truc où tu pouvais mettre tes feeds RSS, par exemple, pour tes blogs et des trucs comme ça, mais il n'y a rien Ouais. de tout ça pour l'instant. Ouais. ça pourrait être bien. Hein. Ouais, ça pourrait être bien, mais moi, en fait, ce qui m'embête, c'est en mode tablette, tu sais. Avant, tu scrollais du bord gauche et puis tu voyais toutes tes fenêtres. Toi, tu scrolles et c'est une merde de news, là. Là, maintenant. Rien à faire. Qui sont en mémoire, qui utilisent la mémoire, qui font des requêtes sur le réseau et tout ça. Ah non, Et je sais puis, pas le- et puis surtout la pertinence des news qui sont à l'intérieur. Ouais, C'est joli, tous les effets, tout ça. Franchement, au niveau graphique, même les backgrounds, le fait de vouloir le mettre, c'est assez propre. Et même quand tu veux, par exemple, si tu as ta fenêtre qui est ouverte comme ça, que tu veux la mettre sur le côté, tu as des petites animations qui apparaissent. Alors la première question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont racheté le designer de Mac? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hop. Le seul avantage par rapport à un Mac, c'est qu'ils n'ont pas la barre pourrie au-dessus avec tout fichier, Mac, etc. Donc voilà. Moi, le truc le plus sympa que j'ai vu, c'est comme j'ai Teams en dark mode, j'ai vu que maintenant il y avait un contour noir autour, ça permettait de retrouver la fenêtre facilement. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'application Clock, avec ce qu'ils ont rajouté, un truc pour gérer le temps de travail. Tu dis combien de temps tu as tu peux te J'ai pas vu ça, c'est concentrer. où? C'est où ça? Tape le start menu et tape clock, ou je sais pas alarm and clock, ouais. Et s'il est à jour, en haut, tu verras, tu as un truc, tu peux lier, même si tu as Spotify, tu peux le lier, jouer de la musique depuis. Et il va te couper en, tu sais, les idées des Pomodoro, 25 minutes de travail focus, 5 minutes de pause. Tu fais 3 ou 4 fois. Et après, ils t'as ont une rajouté pause ça. plus longue. Ouais. C'est un peu Ça, comme c'est le pas calcul. mal. C'est T'as comme la même le lien avec calculatrice. Todo. T'as même Ouais, le lien la avec Todo en calculatrice. plus, c'est top. Ouais, ici, c'est en train de le mettre à jour, mais tu as la partie liée à la calculatrice. Tu as plein de trucs qui sont arrivés Le graphe. récemment. Quoi. Ouais, comme le graphe aussi. Tu as le Je graphe crois dedans qu'avant, maintenant? ouais. Je sais plus dans quelle partie, mais l'autre jour, je regarde avec mon fils et tu pouvais grapher des équations. Ah, peut-être alors, qu'il n'est pas à jour. Ah si, graphing, tu l'as. Ouais. Graphique, voilà, ouais. Tu vois? Ouais, Donc, au départ, la calculatrice, c'était quand même le petit truc basique avec le scientifique et autres. Et depuis, ils ont quand même fait un grand truc. Et c'est ici que tu parles. Ah oui, je vois. Focus Session. Là. La calculatrice, elle a été améliorée puis qu'elle est sur GitHub, en fait. Ouais. Tout ça, c'est le graphing, etc. Ouais. C'est des choses qui ont été suggérées et qui ont été peut-être même faites par la communauté, d'ailleurs, pour certaines des améliorations. Alors, c'est super drôle parce qu'à nouveau, ils ont pris que Spotify alors qu'il y a quand même Deezer ou d'autres concurrents. Ouais. Certes, mais regarde le marché aux US. Côté Amérique du Nord, Spotify est largement devant, en fait. Ouais, effectivement. Deezer n'existe pas, en fait. Mais t'as Tidal aussi aux États-Unis, non? Ouais, mais ça, c'est un autre marché encore qui est plus petit parce que c'est un marché qui est pour ceux qui font de l'audio, c'est parce que Tidal propose du lossless, notamment. Donc, c'est un autre marché encore qui est plus restreint. Tu vois, tu as aussi les To-Do qui sont intégrés, l'application To-Do, Spotify. Tu définis ton temps et tu peux définir des temps. Pour moi, c'est une technique que j'utilisais. Je n'ai pas réussi à la pérenniser, mais c'est intéressant, franchement. Et pour l'intégration de Teams, on a toujours le Teams grand public qui est proposé. C'est toujours la version qui sert à rien. Ouais, c'est ça, ouais. Je ne comprends pas cette application. Alors moi, j'ai un truc bizarre sur cette application, c'est que je me suis connecté. Là, maintenant, en fait, il apparaît même plus. Mais même dans la version Pro, tu as la version Pro de Windows 11. Je vais dans la version Pro, moi, ici, de Windows 11. Donc, ils l'ont Alors, laissé. je ne sais pas ce qui se passe, mais il apparaît plus. Donc là, si je clique sur un truc, je vais avoir un chat qui va apparaître pour Z-Way.
Mais C'est j'ai un plus rien. hasard, quoi. Ouais. Alors, qui est-ce que j'ai L'application là? photo, elle est pas mal aussi, hein, la nouvelle. Louis. Ok, bon, ben écoutez, merci pour tout ça. En photo, pas caméra. Ah, photo, Ça a pas mal évolué aussi. non, je veux pas sauvegarder. Ouais, bon, ouais, côté développeur, il n'y a rien Ouais, c'est pas mal. il y a rien de bien Bon, il y a des spécial. choses qui sont. Non, côté développeur, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. C'est juste une update, hein, de toute façon. Ouais. Ouais, c'est ce que Denis T'as expliquait. l'impression qu'il y a beaucoup de changements parce qu'ils ont mis beaucoup de changements dans le UI, mais en fait, c'est juste en termes de ce qu'il y a vraiment en dessous, c'est la même chose là. C'est la même chose, ouais, c'est ça, ouais. Denis l'a dit avec sa société quand ils ont fait leur petit reportage, c'est juste un update UI. C'est comme si c'était une nouvelle mise à jour de Windows 10 par rapport à Windows 11. Mais vu qu'il y a quand même pas mal de changements esthétiques, je pense que c'est vraiment, comme Denis l'explique, c'est juste pour marquer le coup. Ouais. Je pense que c'est marketing, ouais. Le fait de parler de Windows 11, toute la presse en parle, donc c'est un coup marketing, quoi. Bah, en fait, ils sont obligés de faire un changement majeur de version parce qu'ils ont fait ils changent des requirements pour les PC pour avoir plus de garanties en termes de sécurité là, donc ils sont obligés de faire une nouvelle version majeure pour ça. Après, le reste, pour moi, c'est même pas une raison valable de faire ça. Oui, ils en profitent avec des excuses comme C'est un ça, breaking mais ils change, avaient là. dit qu'avec Windows 10, qu'il n'y aurait jamais d'autres versions. Le problème, c'est qu'on ne parle plus jamais de Windows. Je veux dire, il y a personne ne sait qu'il y a des nouvelles versions de Windows 10 qui sortaient régulièrement tous les 6 mois. Alors qu'ici, ça fait les grands titres dans tous les coins, quoi. Ouais, Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais, moi, ce que je pense aussi, c'est que c'est aussi une façon de. Effectivement, c'est du marketing, mais c'est du marketing ciblé en interne pour toutes les équipes enfin, pour tous les employés de Microsoft pour bien leur dire on a une nouvelle version de Windows, on a décidé de travailler vraiment sur Windows et qu'on n'abandonne pas Windows au sein de la société, quoi. Parce que tous ces changements, ils sont apparus de façon assez soudaine. Enfin, quand je dis assez soudaine, ils travaillaient dessus, mais il y a eu vraiment depuis l'arrivée de Panos Panay un grand coup dans la fourmilière pour leur dire eh oh, on se réveille. Et puis la calculatrice, là, vous avez vu, ça fait des années qu'elle est comme ça, on va essayer de refaire autre chose. Et pareil pour l'ensemble des applications qui sont au sein de Windows, quoi. Que ça aille de la calculatrice à photo, voire à l'explorateur de fichiers. Je ne sais pas au niveau de l'explorateur s'il n'y a que les icônes qui ont changé ou s'il y a un petit peu plus d'ergonomie. Non, ils ont fait de la merde sur le right-click. Là, le contexte menu est pourri maintenant, mais. Tu sais, quand tu es habitué à faire right-click 7zip ou right-click edit in Notepad++, là, ça n'existe plus. Ça, tu es obligé de cliquer sur un bouton Show More là, ou Shift F10 pour afficher l'ancien menu qui a les options. Là. Le nouveau menu, il est horrible. Par contre, ce que moi j'avais pas vu hier et que j'ai dû rajouter, je sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est rajouté après, c'est que j'avais plus le new ajouter text document. Il a disparu et puis j'ai redémarré, il est revenu. Ouais, bon, c'est. Ça, c'est Windows, reboot, et c'est bon. C'est ça. Par contre, après, je sais pas si les changements qui ont été backportés d'ailleurs dans Windows 10, notamment le fait que, tu sais, dans Windows 11, maintenant, les applications qui ont le focus ont plus de priorité en termes de CPU et elles sont plus réactives du fait. Je sais pas si c'est des choses qui ont été backportées en Windows 10 ou c'est vraiment exclusif Windows 11, ça. Il n'y a pas une containerisation des applications pour les isoler, les genres de trucs dans Windows 11? Il me semblait avoir lu un truc comme ça, mais il y a quelques temps. Il y a quelque chose il y a une news qui a été reprise un petit peu par tout le monde concernant les jeux, disant que comme il y avait une virtualisation des applications, il y avait des performances moins de 30% sur les jeux, mais c'est uniquement s'il y a s'il y a une fonctionnalité qui est activée au sein de Windows 11 qui est possible avec Windows 10 et qui, sur certaines versions de Windows 11, est par défaut. Ouais, mais c'était déjà dans Windows 10, ça, le Core Isolation. Je crois que c'est Core Isolation. Ouais. Ça utilise la virtualisation pour isoler en gros, ça isole LSASS, là, principalement, le service qui gère les credentials, dans une pseudo-machine virtuelle, quoi. Ouais. Ça utilise les techniques de virtualisation pour isoler, quoi. Et ça existe dans Windows 10, surtout dans la version entreprise où c'est par défaut, je crois. Ouais, même dans les pros, c'était activable. Oui, après, moi, je l'ai toujours activé, donc...
Mais après, pour Windows 11, donc la rumeur, la news qui était faite, c'est que c'est activé par défaut, quoi. Bon, j'ai un doute, quoi. Enfin, Ouais, parce que Revoir, maintenant quoi. que les CPU ont le requirement qu'il faut, avec Windows 11, ils peuvent se permettre de l'activer par défaut. Alors qu'avant, ça apprend d'avoir des. Enfin, pour pas avoir de régression en termes de paires, ça prend d'avoir les CPU qui ont les virtualisations, toutes les instructions de virtualisation et des choses assez modernes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlaient de ces générations 7 ou 8 en minimum, en fait. C'est notamment pour ça. Bien, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, puisqu'il est 18h01 et qu'il y a mon chien qui aboie de tout ce qu'il veut, parce qu'il a faim. Bah écoutez, merci pour cette session. On se retrouve normalement la semaine prochaine. Si Michel est encore là, normalement, Ouais, je suis là. est-ce que tu as imaginé des choses encore ou pas? Non, j'ai vraiment pas eu le temps encore. D'accord. Je suis un peu sous l'eau. Par contre, il y a le sujet sur Cube qui était intéressant. Sûr? Sur Kubernetes, on n'a pas parlé. Kubernetes. Non, mais 18h01, on peut en parler. Non, mais la semaine prochaine. Oui, absolument. Ouais. Et après, comme je disais dans le chat, si Denis veut que je montre un peu de code C# autour de Cosmos et comment on requête dessus, je peux préparer un petit truc dessus. Ouais. Je suis dedans. Ouais, t'as vraiment. Je vais t'appeler, Michel. Attends, je regarde juste mon agenda, je vérifie juste que La semaine prochaine, c'est bon. Ouais. Bien, bah écoutez, on reprendra ça juste après la fin de l'émission. Bah écoutez, merci et bonne semaine, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Ciao. Hey.